Bonjour et merci de votre fidélité à l'hebdo de l'information du Gabon sur la web télévision Mazlek Info. On démarre Yves Vonabessolo avec la réaction de l'avocat de la défense dans l'affaire de la disparition à Bitam dans le nord du Gabon, du jeune Renaldi Abagangwa, 3 ans. Le reportage est signé Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. Maître Ange Kevin Zigou, avocat de la défense, se déclare déçu par la légèreté avec laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem se déploie via la presse sur fond d'opérations visant vraisemblablement à se donner plus bonne conscience qu'à édifier l'opinion sur les éléments majeurs de la procédure de l'enquête visant à la manifestation de la vérité. Une approche de perte en conjecture, humectée de violation de règles de procédure. Maître Ange Kevin Nzigou. L'inquiétude, c'est la façon dont la procédure est menée. On a le sentiment que la communication faite sur cette affaire-là est montée, non pas pour rassurer et pour rendre compte d'un travail efficace fait dans le cadre des enquêtes, mais juste pour communiquer, pour se dédouaner de quelque chose. On a le sentiment que ce qu'on recherche, ce n'est pas la vérité, mais c'est juste bien se faire voir. Sinon, comment comprendre que pour une affaire de disparition de l'enfant, le procureur de la République fait une interview d'à peu près 5 minutes à la chaîne nationale, on ne dit rien sur les déclarations de personnes qui diraient où se trouve cet enfant. Rien, on ne sait rien dessus. On ne dit rien sur les éventuelles confrontations entre différentes personnes inculpées. Pire, on nous rend compte d'une violation des procédures pénales. Parce que quand le procureur dit cette dame-là qui est incarcérée vient me voir et me fait une déclaration, le premier réflexe que impose la procédure, puisque l'affaire est en instruction, il doit renvoyer cette personne devant le juge d'instruction. Et c'est devant le juge d'instruction qu'elle doit entendre sur PV, elle doit être entendue sur PV, et le juge d'instruction doit prendre les mesures nécessaires pour faire venir les deux personnes, faire arrêter les deux personnes. Or, on a le sentiment, et le procureur semble l'assumer, qu'il y a une instruction menée par le juge d'instruction et il y a une enquête préliminaire toujours menée par lui-même sur la même affaire. Or, à partir du moment où le procureur de la République a saisi le juge d'instruction, il est dessaisi de l'enquête, il devient une partie à la procédure comme tout le monde. Donc, cette double procédure m'inquiète sur l'efficacité des moyens mis en œuvre pour connaître la vérité et l'absence de respect des règles procédurales m'inquiète sur la volonté réelle de la justice de mener à bien ce dossier. Le peu d'intérêt accordé par le parquet à la plaignante mère de l'enfant est par ailleurs déploré par la défense. Et une chose choquante dans cette affaire, c'est que vous ne pouvez pas, dans une affaire aussi sensible que celle-là, faire découvrir à la personne qui a porté plainte, c'est-à-dire la mère de l'enfant, des éléments aussi graves à la télé. Il aurait été bien, respectueux même de sa douleur, parce qu'on peut tous en parler, mais on n'est pas aussi en peine qu'elle, qu'on l'appela avant et qu'on lui dit « Madame, voici ce que nous avons comme élément, voici ce qui passera à la télé », parce qu'elle ne peut pas découvrir, c'est une déchirure pour elle lorsqu'elle regardait la bonne télévision, lorsqu'elle a entendu ce qu'elle a entendu. Elle m'a appelé aussitôt pour me dire « Est-ce que tu regardes la télé parce que voici ce qui se passe ?» Et on était choqués. Ces éléments, parce que c'est elle qui a porté plainte, parce que le parquet n'a pas découvert la disparition de cet enfant. C'est elle qui est allée vers la justice pour dire « Mon enfant a disparu, je veux qu'on le retrouve ». Et c'est à elle qu'il revient de donner les premiers éléments avant que le procureur ne s'en saisisse et ne le mette dans la presse nationale. Au nom du droit à la défense et du principe de contradiction, Maître Ange Kevin Nzigou attend dans les prochains jours demander au juge d'instruction la confrontation des différents inculpés outre les nouveaux éléments versés au dossier. L'on vous retrouve Rosine Priskandje pour évoquer la confiance dans l'avenir que garde la famille du jeune Rinaldi. Bébé Renaldi, toujours absent des écrans radars 6 mois après sa disparition mystérieuse du côté de la commune de Bitam, dans le nord du Gabon. Malgré l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet d'Oyem, la famille et l'opinion nationale continuent d'attendre de nouvelles sur les traces de vie ou non après la mise en détention préventive d'un suspect, Lewis Beku Ebang. La famille de Rinaldi Abaga reste partagée entre crainte et espoir tout en gardant une foi ferme sur le retour du disparu. Son oncle, Ulrich Eyi.
je vous garantis que nous n'avons pas laissé tomber. Rinaldi vit toujours, il vit dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous gardons espoir que demain, nous allons nous réveiller, nous allons un peu dormir, nous allons nous réveiller de ce sommeil pour dire au monde entier que nous n'avons pas baissé les bras. Et nous ne baisserons pas les bras parce que nous croyons fermement que notre Fils est toujours de ce monde. Et nous interpellons une fois de plus, non seulement les pouvoirs publics, mais toute personne qui peut nous apporter une solution, qui peut nous donner une information par rapport à cette affaire. Donc voilà le message que je donne encore ici au nom de la famille Rinaldi. Nous sommes toujours là et nous sommes à jamais soudés pour que cette affaire puisse trouver vraiment solution. Toujours dans le nord du Gabon, cette fois dans la capitale provinciale, Oyem, l'actualité a été marquée ces derniers jours par les attaques qui ont visé le siège du PDG au pouvoir et du stade de football de la commune. Yves Mvonabesolo. En l'espace d'un mois, le siège social de cette formation politique, dont la capitale provinciale du Wellington, dans l'extrême nord du Gabon, et le stade de football de la même localité, construit dans la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, ont été visés par des attaques au relent d'incendies criminels. La dernière attaque d'il y a quelques jours a visé le siège social du Parti démocratique gabonais, passé aux flammes et vandalisé sur fond d'appel à la violence favorable à la fin d'un régime qui règne sans discontinu sur le Gabon depuis 53 ans. Seul rescapé de cette attaque, la salle des machines, qui doit son salut à cette porte doublée de grilles de protection solidement en place. Avant le siège du PDG, c'est la loge présidentielle du stade d'Oyem qui avait été réduite en flammes. Dans le cadre de cet incendie criminel, 2 militaires affectés à la sécurité du stade sont aux mains des autorités judiciaires, après la découverte à leur domicile d'écrans plasma volés dans l'exécution de cet incendie. Des actes terroristes dénoncés à corps et à cri par le gouvernement et le Parti démocratique gabonais qui demandent toute la rigueur de la loi à l'encontre de leurs auteurs. Rosine, toujours à Oyem, notons la dénonciation par la Confédération syndicale dynamique unitaire de la réquisition hors la loi de l'établissement hôtelier Mvet Palace. L'absence à ce jour, dans le journal officiel du Gabon, de décret déclarant d'utilité publique l'hôtel Mvet Palace à Oyem dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Commande à la Confédération syndicale dynamique unitaire à dénoncer à haute voix le caractère illégal de cette réquisition qui n'est pas sans conséquences fâcheuses sur la vie sociale des personnels, sevrés de leur salaire depuis lors, en dépit de piquets de grève et autres sit-in multipliés devant le siège du gouvernorat de province au nom de la justice sociale. Une absence prolongée de salaire justifiée par le non-respect par le COPIL, Comité de pilotage de la pandémie de la Covid-19, de ses honoraires vis-à-vis du Mvet Palace. Les éclairages du secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale dynamique unitaire, Stéphane Meillon, sur le caractère illégal de la réquisition du Mvet Palace. S'il n'y a pas de texte, c'est qu'on est dans l'illégalité. Parce que le seul établissement hôtelier qui a pu bénéficier, certes avec du retard, et même là, pendant près d'un mois, la réquisition a été illégale, c'est l'hôtel Wali Rindama. Parce que la réquisition s'est faite le 13 mars 2020. Et le décret qui déclare d'utilité publique cet hôtel, c'est-à-dire le met sous réquisition de l'État, n'est pris que le 10 avril 2020, donc environ un mois après. Donc, durant ce mois de flottement, la réquisition est déclarée illégale. En ce qui concerne les autres structures hôtelières, il n'existe pas de décret. Donc, on n'a pas à faire 1000 commentaires si ce n'est constater l'absence de décret autorisant l'État à réquisitionner ces établissements hôteliers que sont le Mvet Palace et d'autres dans le Gabon. Yves, la réquisition du méridien Wali Rindama à Libreville se passe sans trop de colère des personnels. Autre hôtel réquisitionné dans la riposte au coronavirus et qui ne suscite pas de tollé, le méridien Wali Rindama à Libreville, où les agents sont visiblement loin de crier au loup, à en croire
le président du syndicat de cette structure hôtelière, Michael Elambo. L'hôtel a été réquisitionné, pratiquement tout le personnel a été prié de rentrer à la maison pour éviter justement une propagation du virus. Et l'hôtel a été réquisitionné par l'État. Et tout le personnel, jusqu'à présent, est régulièrement rémunéré comme d'habitude. Rosine, la gestion controversée de la pandémie du coronavirus a suscité l'appel à la dissolution du comité de pilotage COPIL par la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, Marie-Sylvie Hervo Akedengue. Le bilan du Comité national de pilotage de la stratégie de lutte contre le coronavirus, COPIL, sévèrement jugé par la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, Marie-Sylvie Hervo Akedengue, qui appelle à sa dissolution pour faillite de gouvernance. Le COPIL, qui essuie chaque jour qui passe des critiques acerbes de l'opinion contre une gestion opaque, à l'efficacité décriée. Mieux, contre l'exclusion de nombreuses composantes de la vie sociale au profit d'un groupuscule. Le regard critique de Marie-Sylvie Hervo Akedengue sur le COPIL. La crise sanitaire sans précédent du Covid-19 a tout simplement mis à nu ce que j'ai dénoncé en 2015 et peu de médias l'ont relayé ou peu de compatriotes se sont appropriés. L'état réel de la santé publique au Gabon, elle est au sol, permettez-moi de le dire vraiment, je parle terre à terre, laisse à désirer. Et c'est une gestion politisée. Comment voulez-vous que la population à laquelle j'appartiens puisse adhérer sous les menaces et injonctions au discours du COPIL, qui est l'organe qui gère cette pandémie? Une population stressée, qui ne sait plus à quel sens se vouer, avec des mesures d'accompagnement qui n'ont pas été structurées pour l'ensemble de la population, illisible, voire invisible, qui ont ressemblé à une campagne électorale portant atteinte à la dignité avec les paparazzis, au finish, cacophonie, propagation du virus invisible. Une gestion financière opaque, et j'en passe. Ces structures auraient dû être dissoutes ou renommées. Le personnel soignant, à qui on rend un hommage permanent, inaudible. Une population qui a peur d'appeler le 14-10 avec toutes les folles rumeurs, mais surtout le Gabon qui ne se limite pas qu'à Libreville. C'est à des professionnels de la communication de gérer cette situation qui est une communication de crise. Chacun son métier, et non à un médecin ou à un ministre de s'exprimer pour la sensibilisation. Chaque mot doit être pensé pour qu'il n'y ait pas de rejet, pour qu'il y ait une adhésion de la population à laquelle j'appartiens. Surtout qu'il y a une crise profonde, et personne ne peut le dire, entre les gouvernants et la population. Yves, dans la perspective de la reprise des cours au primaire et au secondaire, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, pose des préalables. La décision du gouvernement de boucler par tous les moyens l'année académique au primaire, au secondaire et au supérieur suscite notamment une levée de bouclier des enseignants membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, qui marque son opposition au retour au turnover pour pallier le déficit en capacité d'accueil tout en proposant la construction des écoles. Sur un tout autre plan, la CONACYSED reste dubitative sur l'offre des cours en ligne dans un contexte socio-économique inadapté. Louis-Patrick Mombo, délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED. Nous disons non aux cours en ligne parce que nous ne faisons que réitérer notre position. Il n'était pas question pour nous de soutenir les cours à distance puisque nous avons déjà dit que compte tenu de limites technologiques en ce qui concerne donc cet outil au niveau du Gabon, l'Internet qui ne couvre pas tout le pays, le réseau électrique qui ne couvre pas tout le pays, l'absence de smartphones auprès des parents, auprès des élèves, des téléviseurs auprès des parents, auprès des élèves. En fait, il y a un certain nombre d'obstacles sur le plan technologique qui font en sorte que les élèves ne puissent pas tous avoir accès aux cours en ligne. Donc à ce niveau-là, nous avons réitéré notre position pour dire que nous ne soutenons pas cette mesure du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne donc le turnover, qui est une mesure qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une mesure qui avait été appliquée à l'époque du défunt ministre André Mbaba, paix à son âme, qui s'est muée par la suite en double flux,
alors que c'était une mesure qui se voulait provisoire, le temps pour le gouvernement de construire les établissements scolaires, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement s'est conforté dans cette mesure en ce qui concerne le turnover et le double flux pour ne pas construire les établissements scolaires. Et à ce niveau-là, pour la CONACED, nous avons dit non également en ce qui concerne le turnover et le double flux. En cas de reprise des cours à pas forcés dans un environnement scolaire inapproprié, la CONACYSED dit oui, mais... Il ne sera pas question pour la CONACED d'accepter que les enseignants aillent s'exposer pendant que les cas de contamination ne font que grimper, pendant qu'il n'y a pas un remède pour éradiquer cette maladie. Et s'il arrivait que le gouvernement, comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire imposer une rentrée en utilisant la force, c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une indemnité spéciale Covid-19. On alloue aux enseignants parce que les enseignants seront exposés à la pandémie. Et il y aura également un surplus de travail, donc en termes de motivation, parce qu'il y aura une scission des classes. Dans cette fièvre de reprise des cours, la CONACYSED exhume son cahier de revendications déposé sur la table du gouvernement le 3 juin dernier et qui porte notamment sur le paiement intégral des vacations de 2018-2019, l'organisation des concours d'entrée interne et externe à l'école normale supérieure, ENES, et au sein des écoles des instituteurs, outre le paiement des rappels soldes. Yves, au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants suspendent la reprise du chemin des amphithéâtres au dévoilement du nouveau calendrier académique. C'est notamment le cas à l'université Omar Bongo. La reprise des cours à l'université Omar Bongo est suspendue à la définition par les décanats de la faculté des lettres et des sciences humaines Flèche et de la faculté des droits et des sciences économiques DSE du calendrier académique qui présente un tableau rationnel des modalités de reprise en permettant de rattraper le gap du semestre restant à la Flèche et des 2 semestres à combler en droit et sciences économiques, où les préoccupations du respect des mesures barrières restent intactes avec une population estudiantine estimée à plus de 7000 étudiants en première année. Le turnover est appelé à la rescousse dans un temple du savoir manquant criardement de capacité d'accueil. Autre soldat de service invité à la rescousse, la numérisation des cours dans un contexte d'impréparation faute d'enseignants formés, un parc informatique inconséquent avec pour cerise sur le gâteau le caractère merdique en couverture Internet de la capitale et du reste du pays. Et comme si cela ne suffisait pas, notons l'entrée en grève du syndicat national des enseignants et chercheurs, SNEC, qui revendique de meilleures conditions de vie et de travail. Rosine, on reste dans le secteur éducation pour cette fois parler de la colère des enseignants de l'enseignement protestant en attente de recrutement depuis 10 ans. Le reportage est signé Marc-Ulrich Mamalekou. Après 10 ans sans salaire ni pré-salaire, en dépit d'un lien contractuel leur engageant dûment à la direction centrale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, les 200 enseignants en attente de recrutement à la fonction publique, issus de l'ordre d'enseignement privé protestant, expriment leur ras-le-bol en dénonçant sans langue de bois les manœuvres insidieuses de leur tutelle visant à les maintenir dans cette précarité socio-professionnelle, en dépit de la volonté exprimée par les services du département de la fonction publique à hâter la régularisation de ces situations administratives. Le coup de gueule du porte-parole de ces enseignants, Dufi Minto, est là. Nous avons été obligés de saisir le Premier ministre. Celui-ci a instruit le chef de département éducation de nous recevoir. Après nous avoir écoutés, plusieurs séances de travail ont suivi et nous ont amenés à fournir des preuves de notre présence sur le terrain. Ce qui a été fait. Au sortir de ces travaux, les instructions ont été données aux membres du gouvernement concernés, ministre de l'Éducation nationale et de la fonction publique, afin de régulariser ces situations. C'est dans cette optique que le directeur de recrutement de la fonction publique, sous l'instruction de son ministre, nous recevait en décembre 2019 en présence du directeur central des ressources humaines adjoint du ministère de l'Éducation nationale. De là, le directeur du recrutement de la fonction publique a demandé au directeur central des ressources humaines adjoint du ministère de l'Éducation nationale
de transmettre nos dossiers à la fonction publique, car le dit ministère est prêt à les traiter. Malheureusement, cette réunion ne semble avoir aucune trace au ministère de l'Éducation nationale et celui-ci refuse de transmettre les dossiers à ce jour. Aucune trace de cette réunion à l'Éducation nationale. En dépit des interpellations des présidents de l'Assemblée nationale en séance plénière, du Conseil économique, social et environnemental, des injonctions du Premier ministre chef du gouvernement Julien Korbe-Kalep sur les questions et les recommandations du Forum de la fonction publique, sur la régularisation de toutes les situations administratives en attente, recrutement direct et sortant école. Le ministère de l'Éducation nationale reste campé sur sa position. On ne peut plus las de ce déni administratif. Les enseignants voués au statut de stagiaire promettent de tout mettre en œuvre pour stopper cette infantilisation permanente. Nous interpellons les plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Madame la ministre de la fonction publique, de régler cette injustice afin que nos situations administratives soient régularisées. Car si rien n'est fait, nous allons mener d'autres actions légales pour nous faire entendre. Voici une patate chaude dans les mains des responsables du ministère de l'Éducation nationale qui gagnerait à être refroidie au nom du désamorcement de la tension sociale à l'approche de la reprise des cours d'après arrêt imposé par la pandémie du coronavirus. Yves, ils sont également en attente de recrutement une bonne partie des agents du Trésor public. Avec la saisine de la Cour constitutionnelle par le collectif des agents en cours d'intégration au ministère de l'économie qui demande un réexamen du volet gel des recrutements à la fonction publique, contenu dans le package des mesures controversées d'austérité prises par le gouvernement en 2018. Des mesures qui détaillent sur l'avancée de nombreux dossiers administratifs présentement dans le circuit. Le président du collectif des agents du département de l'économie victime des mesures d'austérité, Franck Moromba. Depuis un certain temps, vous avez appris que le ministère de la fonction publique a repris des commissions. Et ceux qui sortent de ces commissions ne sont pas toujours favorables à des agents qui sont en attente depuis plus de 10 ans. On parle plus de priorité des écoles étatiques. Or, nous savons que le gouvernement, par l'entremise de deux voies d'accès à la fonction publique, à la voie de concours et la voie de recrutement direct. Or, celles de recrutement direct dont nous faisons tous partie, le ministère de l'économie, sont les plus lésés actuellement parce que vous retrouvez des gens qui sont en attente depuis plus de 15 ans, sans possibilité, sans être intégrés. Sincèrement, c'est vrai qu'on va dire qu'au ministère de l'économie, il y a une prime. Cette prime, c'est vrai, elle est dérisoire pour certaines directions, au détriment d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prime n'est pas une garantie pour la retraite. Aujourd'hui, nous avons des agents qui font déjà après de 45 ans, qui ne sont pas intégrés. Et si vous savez bien que pour bénéficier d'une retraite, il faut cotiser pendant 20 ans. Or, si quelqu'un aujourd'hui à 45 ans n'est pas encore intégré, à quel moment il va cotiser pour sa retraite? Surtout que vous savez que les rappels de solde ne sont pas payés depuis plus des années. Yves, les agents du département de l'agriculture prêchent pour le positionnement de ce secteur comme moteur de l'économie nationale. Les représentants syndiqués du ministère en charge de l'agriculture, préoccupés par l'atteinte par le Gabon de l'autosuffisance alimentaire, exhortent le gouvernement à en faire un levier majeur de l'économie et de la création d'emplois, en vue de tordre le bras à l'excédent en importation en vivres qui représente près de 80% des produits présents sur le marché national. Dans cette perspective d'économie verte, le syndicat national des personnels de l'agriculture propose la prise en compte de 10% du budget de l'État pour booster le secteur agricole. Son président, Sirlin Koumba Mba. À investir 10% du budget de l'État
dans l'agriculture comme le stipulent les accords de Maputo, plutôt que de continuer d'injecter des budgets colossaux dans la défense nationale et la politique. À cet effet, nous interpellons le président de la République, chef de l'État, qu'il est temps que nous pensions aux générations futures. Pour l'amour de notre jeunesse, aspirant à un Gabon meilleur, qui passerait forcément par le développement de l'agriculture, grand promoteur d'emploi, pour une économie de rente et sécurité alimentaire pérenne, accompagnée d'une démocratie réelle. Le Gabon dispose aujourd'hui, pour son foncier agricole, de 75 000 hectares de terre. À cet effet, il est urgent que le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Manga Moussavou, mette en place un plan de valorisation de ces terres qui pallierait dans un premier temps au problème d'importation de produits vivriers issus du Cameroun. L'urgence est désormais sur l'agriculture. La gestion jugée approximative des kits alimentaires dans cette pandémie de coronavirus s'est également invitée dans la sortie du syndicat national des personnels de l'agriculture. Les résultats journaliers du COPIL prouvent à suffisance que notre système de santé est totalement défaillant. Le taux d'infectés ne fait que grimper, prouvant ainsi l'incapacité du gouvernement à gérer la crise. Pour preuve, avec un confinement presque total et un couvre-feu abusif, le Gabon recense aujourd'hui plus de 0,52% de cas infectés. Alors qu'au Cameroun voisin, totalement déconfiné, sans couvre-feu, n'est qu'à 0,11%. Sur le plan alimentaire, le Gabon, en important plus de 65% de ses produits alimentaires, a vécu tout récemment un pillage de denrées alimentaires chez les commerçants, grossistes et détaillants, justifié par une crise alimentaire qui menaçait déjà les ménages, seulement en quelques jours de confinement total. Qu'en serait-il dans les tout prochains jours si le gouvernement n'agit pas urgemment sur la question? Soulignons que selon la Banque mondiale, le potentiel du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique pourrait se chiffrer à 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Soucieux d'engager le gouvernement dans cette bataille d'avant-garde, les syndiqués du secteur agricole ferraillent pour le positionnement du secteur agricole national en moteur de l'économie et de la croissance. Rosine, les personnalités se bousculent déjà au portillon de la prochaine élection présidentielle. Une ambition qui a poussé Marie-Sylvie Herveau Akenenge à récemment délier sa langue. Cette dame au caractère trempé et qui n'a pas la bouche dans la poche s'est fendue le week-end écoulé d'une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle dont le calendrier politique fixe l'échéance à 2023. Des moments mis à profit pour fustiger ce qu'elle qualifie de mollesse de l'opposition politique face à un pouvoir aux abois et qui présente des signes tangibles de fébrilité. Les auteurs d'abus divers des droits humains n'ont pas échappé aux récriminations, notamment, je cite, la pseudo-clinique Sainte-Marie, rendue coupable d'actes d'homicide à l'encontre de sa maman, outre ses bourreaux, indexés d'harcèlement socio-professionnel et sexuel, dont elle s'est jurée d'obtenir la tête. Face à ce qui précède, la candidate déclarée à la présidentielle s'engage pour la rupture avec la gouvernance actuelle. C'est dans cet élan qu'elle a levé le voile sur ses ambitions politiques. Marie-Sylvie Herveau Akenenge. Mon mot à dire, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2023 si elle est anticipée, comme de nombreux observateurs, acteurs politiques et compatriotes le prédisent, par une vacance du pouvoir. Je suis candidate à l'élection présidentielle de mon pays, le Gabon, considérant qu'il y a un contentieux avec la dernière élection présidentielle de 2016, considérant qu'il est indispensable de repenser nos institutions. Un bal à terre, chaque voie ne peut s'ouvrir de contestation. Notre pays nous appartient à tous. Lorsque des antagonistes murent chacun de leur côté,
Un dialogue est essentiel dans la réelle politique. Mon mot à dire, je suis gabonaise. Il est question non pas de faire mieux, mais d'un Gabon autre, d'une rupture. Je vous remercie pour votre attention. Cette néophyte en politique, égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon, a été en première ligne dans la bataille pour la restauration d'un département ministériel en charge de la promotion et de la défense des droits de la femme. Directrice de la communication et des relations publiques au ministère de la Justice, elle est notamment détentrice d'un bachelor en sciences politiques. Vous restez avec nous, Rosine, pour cette fois revenir sur le refus par Eris Komvou Osialas de sa nomination au poste de conseiller du directeur général de l'IGIS. Le gouvernement, contrarié par le syndicaliste des régies financières, Erisco Wilfried Mvou Osialas, qui oppose une fin de non-recevoir au poste de conseiller du directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son IGIS, nomination issue du Conseil des ministres par visioconférence du vendredi 12 juin 2020. Rejet notamment motivé par une absence de concertation outre des divergences dans les modes de gouvernance. Sur sa page Facebook, l'on peut notamment lire, je cite, « Je n'ai ni votre âge, ni votre expérience en matière de détournement de deniers publics. Je ne suis pas qualifié pour vous servir de conseiller fantoche. Ça ne m'intéresse pas. » Dixit Erisco Wilfried Mvou Osialas. Pour la boucle, l'on retrouve Marc Ulrich Malekou Mamalekou pour parler du don dont a récemment bénéficié l'orphelinat El Jiré de Sassa. C'est avec des mains chargées de présents essentiellement composés de dotations en vêtements pour enfants que les membres de l'Union des hommes de la paroisse Mélène Maranatha de l'Église évangélique du Gabon ont foulé le seuil de cet orphelinat. Des bienfaiteurs accueillis dans la ferveur sur fond de louanges à la gloire de Dieu. Chant en guise de remerciement de la cinquantaine d'enfants bénéficiaires en direction de leur hôte. Orphelinat qui compte notamment en son sein un bébé de 2 semaines qui a été couvert de chaleur par ses visiteurs au grand cœur. Un altruisme motivé par Ulrich Ndongei, président de l'Union des hommes de la paroisse Mélène Maranatha de l'Église évangélique du Gabon. D'apporter aux enfants orphelins et vulnérables de cette institution des vêtements parce qu'ils sont dans le besoin. Donc c'était pour répondre à cette mission que l'Union chrétienne des hommes de Mélène Maranatha s'est organisée pour collecter auprès des paroissiens les vêtements des enfants pour cette institution. Nous ne voulons pas rester les bras croisés malgré cette période difficile de la pandémie de la Covid-19. Nous nous sommes levés pour aider, pour accompagner, pour soutenir ces enfants qui ne sont que là pour demander notre aide. Cet orphelinat, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale gabonaise, recueille depuis 4 ans des enfants de 2 sexes de 0 à 17 ans. Rosine, c'est sur cet élan de cœur que se referme cette session de l'hebdo sur l'information du Gabon. Merci de l'avoir suivi.